Le 3 septembre 2012, Medellín fut le théâtre d'un acte qui semblait écrit par l'ironie du destin. Une femme de 69 ans sortait d'une boucherie du quartier Belén lorsque deux motocyclistes s'approchèrent. Le passager descendit, visa sans hésiter et tira 2 fois dans la tête. Il n'y eut ni parole, ni avertissement. Seulement le silence et la poudre. Ainsi tomba Griselda Blanco, la pionnière du trafic international de drogue. La femme qui avait semé la terreur sur 2 continents et qui, des décennies plus tôt, avait fait des assassinats à moto sa marque personnelle. Elle mourut victime de sa propre invention. Mais pour comprendre comment une fillette issue des quartiers les plus pauvres de Colombie en vint à être connue comme la marraine, la veuve noire, la reine de la cocaïne, il faut revenir au commencement, à l'enfance de l'une des figures criminelles les plus impitoyables de l'histoire. Griselda Blanco naquit en 1943 à Carthagène, bien que son destin se soit façonné dans les marges de Medellín. Elle grandit au milieu de la misère, de la violence et de l'abandon. Sa mère, Ana Lucia Restrepo, peinait à maintenir un foyer frappé par la pauvreté et les abus. Dès son plus jeune âge, Griselda comprit que le monde n'offrait ni tendresse ni compassion. Son caractère se forgea dans le besoin et l'instinct de survie. Tandis que d'autres fillettes jouaient, elle parcourait les ruelles les plus dangereuses, observant, apprenant, absorbant la rudesse de la rue comme une école précoce. Son regard, disaient ceux qui l'avaient connue, possédait une froideur inexplicable pour une enfant. Une froideur qui annonçait ce qui allait venir. Selon la légende populaire, à l'âge de 11 ans, elle commit son premier meurtre, l'enlèvement d'un enfant riche qui se solda par la mort de la victime lorsque la rançon ne fut pas payée. Cela ne fut jamais prouvé officiellement, mais le mythe se répandit comme une traînée de poudre et scella sa réputation pour toujours. Vérité ou fiction, ce récit suffit à la définir. Griselda n'avait pas peur, même enfant. À l'adolescence, elle s'enfonça pleinement dans la délinquance. Vols, escroqueries, prostitution, contrebande. Chaque pas l'éloignait un peu plus de la vie ordinaire et la rapprochait du monde où le crime n'était pas un accident, mais un chemin choisi. Même dans l'univers des voleurs, escrocs et contrebandiers, Griselda n'était pas une simple figurante. Elle se distinguait non seulement par son audace, mais aussi par une intelligence naturelle qui lui permettait de peser chaque mot, de calculer chaque silence et de choisir le moment exact pour agir. Elle avait un talent inné pour manipuler, pour susciter la loyauté et, en même temps, inspirer une peur qui maintenait tous les autres dans son orbite. Sur ce chemin, elle fit la connaissance de Carlos Trujillo, son premier mari et père de 3 de ses enfants. Ensemble, ils franchirent le pas vers des délits plus ambitieux. Mais tandis que lui voyait en Griselda une épouse soumise, elle tissait déjà son propre plan. Ce qui avait commencé comme de la contrebande à petite échelle se transforma bientôt en un projet bien plus vaste, dirigé d'une main ferme depuis l'ombre par Griselda elle-même. À la fin des années 60, elle prit une décision qui allait changer son destin, émigrer aux États-Unis. Sa destination fut New York, une ville agitée mais pleine d'opportunités pour ceux qui savaient les saisir. Là, au sein de la communauté latino en plein essor, elle trouva le terrain idéal pour développer son affaire. Alors que de nombreux trafiquants se concentraient encore sur la marijuana ou l'héroïne, Griselda paria sur une substance qui gagnait du terrain, la cocaïne. Blanche, compacte, facile à transporter, addictive et de plus en plus demandée par les élites et les classes moyennes américaines. Elle venait de découvrir une mine d'or. Rapidement, elle mit sur pied un réseau de distribution d'une précision quasi militaire. Des mules humaines transportant la drogue dans leur corps, des cargaisons dissimulées dans des produits du quotidien, des routes alternatives, de fausses identités. Là où d'autres improvisaient, elle construisait un système. Elle n'était pas seulement une trafiquante, elle fondait un modèle d'organisation. Mais cette ascension ne passa pas inaperçue. En 1975, une opération fédérale démantela une partie de sa structure à New York. Les mandats d'arrêt furent émis. Mais Griselda avait déjà compris une règle essentielle de son monde. Survivre n'était pas une question de force, mais d'être plus insaisissable que les autres. Avant de tomber entre les mains de la justice, elle s'enfuit. Sa nouvelle destination fut Miami.
La ville était encore un paradis touristique, mais en quelques années, elle allait devenir le centre névralgique du trafic de drogue. Et Griselda Blanco fut l'une des responsables de cette transformation. En Floride, elle ne trouva pas seulement des associés. Elle trouva une scène parfaite pour imposer sa loi. Tandis que d'autres trafiquants négociaient, elle éliminait. Tandis que d'autres cherchaient des alliances, elle envoyait des tueurs. Rapidement, elle devint la figure la plus redoutée du monde souterrain. Griselda ne tolérait pas les erreurs, ne pardonnait ni les trahisons ni les désobéissances. Peu importait si le coupable était un rival, un associé ou même un amant. La conséquence était toujours la même, la mort. À Miami, la peur avait un nom, et ce nom était Griselda Blanco. Elle ordonna des dizaines d'assassinats, beaucoup en plein jour, comme si la violence faisait partie du décor. Des témoins assuraient qu'elle n'avait jamais la main tremblante et qu'elle semblait même apprécier le chaos. Pour elle, la mort n'était pas une mesure extrême. C'était un langage, un outil essentiel pour maintenir l'empire qu'elle construisait. À chaque cadavre, son pouvoir grandissait, et avec lui, sa fortune. On estime qu'elle accumula des centaines de millions de dollars. Elle vivait entourée de manoirs, de voitures luxueuses, de bijoux, de fourrures et de montres en or. Mais ce monde de luxe reposait sur un terrain miné d'ennemis. La DEA, le FBI, les cartels rivaux en Colombie, des anciens associés trahis et même des membres de sa propre organisation. Tous la voulaient hors jeu, tous conspiraient pour la faire tomber. Pourtant, elle restait au sommet, inébranlable, impitoyable, létale. Sur le continent, on ne la connaissait plus seulement comme une trafiquante. C'était la Madrina, une femme qui imposait respect et terreur à parts égales, qui avait brisé les règles d'une époque dominée par les hommes. Griselda ne demandait pas la permission, elle s'imposait. Et elle le faisait dans le sang. Ce qui, dans les années 70, avait été un paradis tropical, devint bientôt un champ de bataille. Miami commença à se teinter de rouge, et derrière nombre de ces assassinats se cachait sa signature invisible. Les cargaisons de cocaïne arrivèrent de Colombie avec une précision presque chirurgicale. L'argent coulait à flot, en millions. Elle recrutait de jeunes Colombiens sans avenir, prêts à tuer pour quelques milliers de dollars. Sous son commandement, ils appliquaient un nouveau style d'exécution. Des tueurs à moto, casqués, tirant sans s'arrêter. Une méthode rapide, anonyme et mortelle. Une façon de tuer qui, avec le temps, devint la marque de fabrique des cartels. Et tout avait commencé avec elle. Griselda ne contrôlait pas seulement les routes. Elle dictait les règles. Personne ne trafiquait sans son autorisation. Personne ne franchissait ses territoires. Personne ne touchait à ses gens. Quiconque osait le faire disparaissait. Des corps dans des voitures, des ruelles, des plages. Certains portaient des messages clairs, d'autres restaient sans nom. Chaque mort était un rappel. Griselda commandait. Et la faiblesse n'avait pas sa place. Tandis que d'autres chefs de cartel agissaient dans l'ombre, elle exhibait son pouvoir sans honte. Elle achetait des manoirs, organisait des fêtes extravagantes, se promenait dans les clubs nocturnes, entourée de gardes du corps armé. Elle portait des fourrures et des diamants avec un sourire glacé, défiant quiconque de dire à voix haute ce qu'il savait. Mais personne n'osait. Car avec Griselda, parler équivalait à mourir. Sa brutalité ne connaissait pas de frontières. Elle fit exécuter des rivaux devant leur famille. D'autres furent surpris dans leur lit. Même les plus proches n'étaient pas à l'abri. L'un de ses maris, Alberto Bravo, mourut criblé de balles après une dispute à propos d'argent. Selon plusieurs rapports, ce fut Griselda elle-même qui appuya sur la gâchette. Dans son monde, l'amour, la loyauté et la vie elle-même avaient une date d'expiration. Griselda Blanco ne craignait rien, ni la loi, ni ses ennemis, ni même Dieu. Mais sa violence ne se limitait pas aux rues. Elle l'emportait aussi dans son foyer. Elle était mère, mais une mère redoutée. Elle éleva ses enfants dans le même univers criminel qu'elle avait créé. Dès leur plus jeune âge, ils apprirent à obéir sans questionner, à se méfier de tout le monde, à survivre dans un monde où la trahison signifiait la mort. L'un de ses fils porta un nom qui révélait clairement la vision que Griselda avait du pouvoir. Michael Corleone Blanco
baptisée en l'honneur du personnage du parrain. Ce n'était pas un hommage innocent, c'était une déclaration. Pour Griselda, la vie elle-même était façonnée par le crime. Pendant ce temps, Miami se transformait en un champ de bataille. La guerre du narcotrafic atteignait des niveaux jamais vus auparavant, et au centre de cette tempête se trouvait-elle. Les médias l'appelaient la Veuve Noire, en raison du sang-froid avec lequel elle éliminait ses partenaires et ses ennemis. D'autres la surnommaient la marraine de la cocaïne. La vérité, c'est que son influence devint si grande que même les cartels colombiens commencèrent à la craindre. Certains cherchaient à négocier avec elle. D'autres projetaient de l'éliminer. Les autorités américaines, quant à elles, avaient déjà placé son nom parmi les plus recherchés. La DEA intensifiait les opérations, multipliait les arrestations, resserrait l'étau, mais Griselda continuait à se déplacer avec ruse. Elle changeait de maison, d'identité, de partenaire. Elle semblait toujours avoir une longueur d'avance. Cependant, quelque chose commença à se fissurer. Son cercle le plus proche montra des failles. Certains tueurs à gages, épuisés ou effrayés, cherchaient des accords avec la justice. D'autres disparaissaient simplement. La pression montait, et la femme qui avait régné pendant des années d'une main de fer commença à voir des ennemis partout. La paranoïa devint la routine. Elle ordonnait des exécutions sur de simples soupçons. Elle punissait des supposées trahisons sans preuve. Ses décisions devinrent erratiques, impulsives. Peu à peu, son empire commença à se désagréger de l'intérieur. Et pourtant, sa légende ne faisait que grandir. Elle n'était plus seulement une trafiquante. Elle était un mythe vivant, une figure enveloppée d'une aura presque irréelle. Elle avait franchi toutes les limites, détruit toutes les barrières et restait libre. Jusqu'à ce qu'elle commette l'erreur la plus grave dans un monde où les erreurs se paient de sang. Faire confiance. Sa chute ne survint pas lors d'une opération spectaculaire, ni d'une poursuite digne d'un film. Ce fut plus simple, plus humain. Une trahison venue de l'intérieur. L'un de ses hommes, un allié proche risquant une longue peine, décida de se sauver en la livrant. Il y avait trop de cadavres, trop de comptes à régler. Son témoignage fut le fil qui permit aux autorités de relier les pièces éparses, cargaison, mouvement bancaire, meurtre. Et tous les chemins menaient à un seul nom, Griselda Blanco. La chute de Griselda Blanco ne fut pas le point culminant d'une chasse spectaculaire. Ce fut, en réalité, un dénouement silencieux pour quelqu'un qui avait vécu pendant des années au bord de la loi. En 1985, les autorités parvinrent à l'arrêter en Californie. Il n'y eut ni coup de feu ni poursuite spectaculaire. La femme qui avait transformé Miami en champ de guerre tomba entre les mains de la justice dans l'anonymat, comme si le poids de sa propre histoire l'avait rattrapée avant même qu'on ne lui passe les menottes. Elle n'avait que 42 ans, mais son visage reflétait des décennies de violence accumulée. L'impact médiatique fut immédiat. Journaux et télévisions la présentèrent comme le cerveau derrière une vague de sang qui avait marqué une génération. Les chefs d'accusation étaient lourds. Trafic de drogue, conspiration, homicide. Le parquet affirmait disposer de témoins, d'enregistrements, de documents. Pourtant, même devant les tribunaux, Griselda ne se montra jamais vulnérable. Avec un calme glaçant, elle affronta chaque audience sans demander pardon et sans rien admettre. Les témoignages présentés contre elle étaient terrifiants. Ils parlèrent de fêtes où l'on planifiait des meurtres comme on organise un banquet, d'ordres d'exécution donnés avec la même tranquillité que d'autres commandent un café. Malgré cela, les accusations de meurtre n'aboutirent pas. Il manquait des preuves directes. Le verdict final tomba pour trafic de drogue, 15 ans de prison. Pour beaucoup, une peine dérisoire face au crime qui lui était attribué. Mais dans le monde du crime, même derrière les barreaux, sa figure continuait de projeter une ombre menaçante. Les rumeurs ne tardèrent pas à se multiplier. Certains disaient qu'elle tirait encore les ficelles d'affaires cachées. D'autres assuraient qu'elle écrivait ses mémoires. La vérité, c'est que son nom inspirait toujours la peur, comme si le mythe avait survécu à la femme. Le gouvernement tenta de la relier à une affaire particulièrement atroce, la mort d'un enfant de 2 ans à peine, tué dans une fusillade visant son père. Ce fut considéré comme l'un des épisodes les plus cruels liés à son organisation.
Mais l'accusation s'effondra. Des témoins se rétractèrent. Des déclarations ne furent jamais confirmées, et plusieurs morts suspectes survinrent avant les procès. Une fois encore, la justice se montra impuissante face à l'ombre de Griselda. Pendant ce temps, l'échiquier du narcotrafic changeait. La Colombie et le Mexique s'embrasaient dans des guerres de pouvoir, de nouvelles organisations se consolidaient, et les cartels cessaient d'être des clans familiaux pour devenir des structures internationales. Griselda, quant à elle, devenait le passé. L'histoire, une référence incontournable dans la genèse de tout cela. En 2004, elle fut libérée après près de 20 ans d'enfermement. Elle retourna à Medellín, expulsée vers la même ville où elle avait appris à survivre entre pauvreté et violence. Mais ce qu'elle y trouva était un tout autre décor. Ennemis morts ou emprisonnés, enfants dispersés, et une société qui à peine se souvenait d'elle. De reine, il ne lui restait plus que le nom. Griselda Blanco avait survécu aux tueurs à gages, aux rafles et aux ennemis les plus puissants de son époque. Mais il y eut une chose qu'elle ne put éviter, l'oubli. En sortant de prison et en revenant en Colombie, elle n'inspirait plus la terreur. Son nom, qui dans les années 1980 avait glacé le sang des policiers et des chefs mafieux, résonnait désormais comme l'écho lointain d'une époque révolue. Elle revint à Medellín en silence, sans le vacarme qui avait autrefois accompagné chacun de ses pas. La ville, transformée par les années, l'accueillit sans peur ni révérence. C'était une métropole différente, plus bruyante, plus moderne, qui se souvenait à peine de la femme ayant autrefois imposé sa loi sur 2 continents. Installée dans un quartier modeste, l'ancienne marraine de la cocaïne menait une vie presque invisible. Il ne restait rien des manoirs, des armées de tueurs à gages ou des fêtes luxueuses. Ses voisins la voyaient comme une femme âgée, silencieuse, sortant rarement de chez elle. Peu savaient que cette figure discrète avait été responsable de l'une des périodes les plus sanglantes du narcotrafic international. L'ironie était brutale. Celle qui avait déplacé des tonnes de cocaïne et ordonné des dizaines d'assassinats faisait désormais ses courses à l'épicerie du quartier, comme n'importe quel retraité. Et pourtant, sous cette apparente normalité, un instinct intact persistait. Griselda restait méfiante, prudente, toujours sur ses gardes. Une femme capable de cacher une arme dans l'endroit le plus banal, au cas où la mort viendrait la chercher. Les rumeurs n'avaient pas complètement disparu. On parlait de contacts qui la protégeaient encore, d'un petit réseau à Medellín, opérant en son nom, voire de tentatives de son plus jeune fils pour reprendre une partie de l'héritage familial. Mais la vérité était tout autre, bien plus crue. Griselda était seule. Sa fortune s'était évanouie entre avocats, pots de vin et trahison. Ses anciens alliés préféraient garder leur distance non par peur de ses représailles, mais du souvenir de ce qu'elle représentait. Elle vécut ces dernières années comme l'ombre d'elle-même, devenue un spectre au sein de sa propre légende. La presse l'avait oubliée. La DEA et les autorités poursuivaient désormais d'autres noms, et le crime organisé, toujours en mouvement, la considérait comme un mythe usé, un vestige d'un passé violent. Mais le monde du narcotrafic obéit à une règle inexorable. Les dettes ne restent jamais impayées. Et bien que le temps eût effacé son empire, quelqu'un, quelque part, attendait encore le moment de régler ses comptes. Le 3 septembre 2012, Medellín entendit à nouveau l'écho de son propre passé. Cet après-midi-là, Griselda Blanco sortit de chez elle pour un geste anodin. Acheter de la viande dans une boucherie du quartier Belén. Personne n'imaginait que ce serait son dernier trajet. Alors qu'elle faisait la queue, 2 hommes en moto s'arrêtèrent devant le lieu. Le passager descendit, marcha vers elle calmement et lui tira 2 balles dans la tête. Il ne dit pas un mot, ne donna aucun avertissement. Ce fut rapide, froid, calculé, le même style qu'elle avait imposé, des décennies plus tôt, dans les rues de Miami. Elle mourut sur le coup. Tomba au sol, sans rédemption ni cérémonie. Le boucher, étranger à tout cela, fut le dernier à la voir vivante. Le cercle s'était refermé avec une ironie brutale. Griselda Blanco mourut victime de sa propre invention. La femme qui avait instauré le meurtre à moto comme outil du crime fut exécutée par un tueur à gages qui, probablement, n'était même pas né lorsqu'elle régnait. Sa mort ne fut pas un spectacle médiatique
ni une opération policière de haut niveau. Juste un corps au sol et une flaque de sang sur un trottoir quelconque. Sa fin ne signifia pas seulement la mort d'une femme. Elle représenta la clôture d'une époque. Griselda ne fut pas seulement une trafiquante de drogue. Elle fut le symbole de ce que l'ambition démesurée et la cruauté sans limite peuvent construire et détruire. Et comme c'est souvent le cas avec les symboles, son ombre ne disparut pas avec son corps. Après l'attentat, Medellín ne fut pas secouée par des guerres ou des vengeances. Le monde criminel avait déjà d'autres chefs, d'autres structures, d'autres codes. Mais son nom resta suspendu dans l'air comme un avertissement. La mémoire de ce qu'un seul esprit sans scrupules peut provoquer. Cependant, l'histoire ne s'arrêta pas là. Griselda laissa plus que des cadavres et des fortunes perdues. Elle laissa des héritiers. Elle eut 4 enfants, 3 avec Carlos Trujillo et 1 avec son 3e mari, Darío Sepúlveda. Ils grandirent entourés d'un luxe extrême et d'une peur constante, entre armes, garde du corps et promesses de loyauté aussi fragiles que des trahisons déguisées en étreinte. L'un d'eux, Darío, fut assassiné alors qu'il était encore jeune, victime des vengeances croisées qui poursuivaient la famille. Mais le plus médiatisé serait le dernier, Michael Corleone Blanco, un nom choisi délibérément, inspiré du protagoniste du Parrain. Pour sa mère, ce n'était pas un simple hommage cinématographique, c'était la confirmation du destin qu'elle avait imaginé pour lui. Pas un homme ordinaire, pas un citoyen libre, mais un héritier, un prince du crime. Michael Blanco grandit entre 2 mondes, les États-Unis et la Colombie. Enfant, il vécut à l'ombre de l'empire criminel de sa mère, protégé par le réseau de pouvoir qu'elle avait tissé. Il fut témoin de son ascension et aussi de sa chute. L'arrestation, la prison, l'exil, la solitude. Il vit cette couronne, qui paraissait indestructible, se fissurer jusqu'à disparaître. Dans des entretiens ultérieurs, il résumerait tout cela par une phrase lourde de fatalité. « Je n'ai pas choisi cette vie, je suis né dedans. » Et bien qu'il ait tenté de se réinventer hors du crime, l'ombre de Griselda l'accompagne à chaque pas. Après la libération de sa mère, Michael tenta de capitaliser sur le nom Blanco dans un domaine différent, le marché légal. Il fonda la marque Pure Blanco, un mélange de mode urbaine, de culture narco et de commerce numérique. Il apparut à la télévision, donna des interviews et se présenta comme homme d'affaires. Mais au-delà des vêtements et de la publicité, ce qu'il vendait était une version édulcorée, mais indéniablement sombre, de l'héritage qu'il avait reçu. Pour certains, Michael est une figure tragique. Un fils marqué dès la naissance par un héritage impossible à refuser. Pour d'autres, il est un opportuniste qui a décidé d'exploiter commercialement la mémoire de sa mère. Quelle que soit l'interprétation, personne ne peut nier que sa vie est la suite inévitable de l'histoire écrite dans le sang et le feu par Griselda Blanco. L'impact de cette femme reste encore palpable. Elle fut la première à démontrer que le trafic de drogue n'était pas un domaine réservé aux hommes, qu'une femme pouvait être aussi calculatrice, aussi impitoyable et aussi cruelle que n'importe quel chef de cartel. Griselda n'éliminait pas seulement ses rivaux, elle éliminait ses maris, ses amis, ses associés, quiconque cessait de lui être utile, et elle le faisait sans le moindre remords. Au-delà des meurtres, elle laissa quelque chose d'encore plus troublant, un modèle criminel. Elle introduisit des structures qui demeurent encore aujourd'hui, imposa des styles de violence qui devinrent plus tard la norme dans les cartels, conçut des méthodes de contrebande qui continuent d'être perfectionnées. Elle ne cherchait pas l'égalité, elle cherchait le contrôle absolu. Et elle l'obtint. Des années après sa mort, sa figure continue de diviser les opinions. Pour certains, elle est une sorte d'anti-héroïne, la femme qui triompha dans un monde d'hommes. Pour d'autres, elle est la représentation la plus brutale du pouvoir sans limite. Pour la majorité, son histoire est un avertissement, celui de ce qui se produit lorsque l'ambition se mêle à l'impunité. Griselda ne disparut pas avec son dernier souffle. Son empreinte resta gravée dans les quartiers qu'elle domina, dans les vies qu'elle détruisit, dans les routes qu'elle ouvrit et dans la culture populaire qu'elle contribua à façonner. Le trafic mondial de drogue changea après elle. Son empire s'effondra
mais les leçons qu'elle laissa demeurent vivantes chez ceux qui la virent régner. Car Griselda n'enseignait pas par des discours, elle enseignait par le sang. Chaque ordre qu'elle donnait était bref, direct, tranchant. Sa violence n'était ni impulsive ni désordonnée. Elle était stratégique, symbolique. Elle ne tuait pas par nécessité, mais pour envoyer un message. Et dans son monde, ces messages valaient plus que n'importe quelle parole. Le pouvoir de Griselda Blanco ne reposait pas sur des cris ni sur des discours. Sa seule présence suffisait. Un regard froid, le silence autour d'elle et la réputation qui la précédait suffisaient à maintenir quiconque à sa place. Dans son univers, il n'y avait pas de seconde chance. La désobéissance ne se corrigeait pas. Elle se punissait de mort. Pour elle, la violence n'était pas une ressource exceptionnelle, mais une partie intégrante de sa stratégie. Beaucoup des assassinats qui lui furent attribués ne répondaient pas à une menace directe. Ils étaient plutôt des investissements calculés. Un mort servait à envoyer un message à des centaines. Chaque cadavre devenait un rappel de qui détenait le pouvoir. C'était sa signature, un sceau silencieux, imposant le respect sans qu'elle ait besoin d'être présente. Son armée de tueurs à gages de jeunes sans avenir, arrachés à la pauvreté et à l'abandon, la voyait comme une figure de pouvoir quasi maternelle, quoique déformée. Elle leur offrait de l'argent, une protection et un but. Mais cette loyauté restait toujours conditionnelle, servir ou mourir. Il n'y avait pas de juste milieu. Même ceux qui jouissaient d'une certaine proximité savaient qu'ils n'étaient jamais en sécurité. Griselda ne croyait ni aux sentiments ni aux liens affectifs. Elle ne croyait qu'au contrôle absolu. Même ses relations intimes n'échappaient pas à cette logique. Maris, amant, associé, quiconque cessait de lui être utile pouvait devenir une cible. L'exemple le plus marquant fut celui d'Alberto Bravo, son deuxième mari. Une dispute à propos d'argent se termina par une fusillade en plein jour. Selon les récits, Griselda tira la première et le tua sur le champ. Ensuite, elle monta simplement dans sa voiture et s'en alla. Elle ne s'enfuit pas. Elle ne se cacha pas, car la peur n'avait pas de place dans sa conception du pouvoir. Dans le narcotrafic, beaucoup tuaient pour survivre. Elle tuait pour gouverner. Le meurtre était, pour Griselda, un mécanisme de contrôle, une méthode de gestion de son empire. Ce qu'il y avait de plus troublant, c'était la facilité avec laquelle elle prenait ses décisions. Parler de tuer lui semblait aussi banal que discuter d'un contrat. Elle ne montrait ni remords ni culpabilité. C'était, tout simplement, une partie du travail. Cette froideur s'étendait même à sa vie familiale. Ses enfants grandirent entourés d'armes, de valises pleines d'argent et de conversations sur la mort et la trahison. Il n'y avait pas de place pour les contes avant de dormir, ni pour la tendresse. Ce qu'ils recevaient, c'était des avertissements, de l'entraînement et du silence. Un ancien garde du corps la décrivit par une phrase glaçante. Griselda était comme une bombe tranquille. Elle pouvait sembler calme, mais si quelque chose explosait autour d'elle, elle explosait plus fort. L'orgueil était l'un des moteurs de Griselda Blanco, un orgueil démesuré, presque maladif. Elle n'admettait aucun défi, pas même un regard qu'elle jugeait irrespectueux. Sa réponse était souvent disproportionnée. Le traître tombait, mais aussi sa famille, ses amis, quiconque pouvait représenter une menace future. Son surnom, la Veuve Noire, ne naquit pas de l'imagination des journalistes. Il reflétait sa manière de vivre et de tuer. Comme l'araignée qui dévore le mâle après l'accouplement, Griselda éliminait ceux qui avaient été les plus proches d'elle lorsqu'ils cessaient de lui être utiles. Et pourtant, certains la suivaient avec dévotion. Dans un monde où tout le monde était remplaçable, être sous son ombre était, pour quelques-uns, un privilège, un sceau de prestige. Faire partie de son cercle signifiait du pouvoir, mais aussi vivre en sachant que chaque jour pouvait être le dernier. Le narcotrafic n'a jamais été uniquement une affaire de drogue. Il a toujours été une question de pouvoir, de symbole, de peur. Et Griselda l'avait compris avant tout le monde. C'est pourquoi elle n'avait pas besoin de tonnes de cocaïne pour maintenir son autorité. Son nom suffisait. Dans les rues de Miami, quand quelqu'un mourait dans des circonstances brutales, quand des rafales interrompaient la paix de la ville,
Nul besoin d'enquêter trop loin. Les gens murmuraient une seule phrase. C'était la señora. Et cela suffisait. La plupart la voyaient comme une criminelle impitoyable, sanguinaire, meurtrière, même avec les siens. Mais peu comprenaient qu'au-delà de cette violence existait quelque chose d'encore plus dangereux. Une mentalité d'entrepreneuse en avance sur son temps. Dans les années 1970, le trafic de drogue en Colombie était encore rudimentaire. De petits groupes transportaient de modestes cargaisons. Les routes étaient improvisées et le risque de perdre la marchandise constant. Griselda pensa différemment. Elle ne voulut pas s'ajouter au système existant. Elle décida d'en créer un nouveau. Elle fut une pionnière dans la construction d'un réseau transnational entre la Colombie et les États-Unis. Pour y parvenir, elle mit en place un dispositif logistique combinant des contacts dans les douanes, des comptes bancaires falsifiés, des sociétés écrans et des routes conçues dans les moindres détails. Ces opérations ne dépendaient pas uniquement de mules humaines transportant la cocaïne dissimulée dans leur corps. Elles comptaient également sur des couturières modifiant des vêtements, des techniciens altérant des appareils électroménagers et des menuisiers adaptant meubles et valises pour y cacher la drogue. Chaque envoi fonctionnait comme une chaîne de production parfaitement synchronisée, où chaque maillon avait un rôle précis. Et au centre de tout se trouvait elle, dirigeant avec la discipline d'un général. Dans la mécanique de Griselda Blanco, il n'y avait pas de place pour les erreurs. Un retard, une perte ou une indiscrétion se payait de la vie. Son système fonctionnait avec la précision d'une horloge. Chaque pièce remplissait sa fonction et toute erreur était éliminée à la racine. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, elle comprit très tôt où se trouvait le véritable marché. Elle ne visa pas les consommateurs marginaux ni les toxicomanes des rues. Sa cible était l'élite. Cadres, banquiers, artistes d'Hollywood, professionnels riches et avides d'afficher leur réussite. Grâce à cette stratégie, la cocaïne devint la drogue de l'ostentation. Chère, glamour, discrète en apparence, mais dévastatrice dans ses effets. Cette lecture de la demande fut ce qui propulsa la croissance de son empire. Pour chaque gramme introduit aux États-Unis, elle multipliait ses profits. Pour chaque mort ordonnée, elle protégeait des millions en affaires. Mais le véritable héritage de Griselda ne fut pas sa fortune passagère, mais le modèle criminel qu'elle structura et qui serait reproduit pendant des décennies. Sans bureau, sans contrat, sans loi, elle parvint à créer un système avec des hiérarchies, des objectifs clairs, des structures logistiques et un contrôle de fer sur chaque maillon. Pour de nombreux enquêteurs, sans la vision pragmatique de Blanco, le narcotrafic international aurait mis beaucoup plus de temps à devenir l'industrie mondiale qu'il est devenu. Même les grands cartels colombiens qui suivirent, Cali et Medellín, apprirent en observant ses méthodes. Car Griselda n'était pas seulement une tueuse impitoyable, elle était aussi une stratège qui pensait en termes d'entreprise. Elle diversifiait ses routes, multipliait ses contacts, gérait son flux d'argent avec la discipline d'un cadre surveillant ses investissements. Et quand quelque chose échouait, il n'y avait ni réunion ni avertissement. Il y avait des funérailles. Elle fut une pionnière dans l'usage de la violence comme outil d'entreprise. Elle ne tuait pas par impulsion, elle tuait pour maintenir la machine en marche. Pour elle, le meurtre faisait partie des coûts d'exploitation. Si quelqu'un parlait trop, volait ou montrait des doutes, il disparaissait simplement. Au sommet de sa puissance, on estime que ses revenus atteignaient entre 80 et 100 millions de dollars par mois. Elle aurait contrôlé jusqu'à 80% de la cocaïne entrant par le sud de la Floride. Et elle le faisait depuis l'ombre, sans discours, sans interview, sans propagande. Seulement la peur, l'efficacité et les résultats. À bien des égards, elle représenta le contraire de ce qui allait suivre. Le narcotrafic moderne deviendrait médiatique, bruyant, presque théâtral. Griselda ne recherchait ni la gloire ni la postérité. Son seul objectif était le contrôle. Pour elle, le pouvoir n'était pas un spectacle, c'était un devoir. Et son devoir était que rien ne se déplace sans sa permission. Son impact fut si profond que, même après sa chute, beaucoup de ses tactiques restèrent en vigueur. Le transport aérien clandestin, les liens avec des fonctionnaires corrompus, l'utilisation de femmes dans des rôles logistiques clés,
et la compartimentation de l'information. Des stratégies qui, des décennies plus tard, constituent encore la base du narcotrafic mondial. L'empire de Griselda reposait sur une règle simple. Personne n'avait la vision complète de l'affaire. Chaque élément ne connaissait qu'une partie du mécanisme. Cette compartimentation, inspirée par la logique de la clandestinité, lui permit de créer un système professionnel qui serait ensuite imité et perfectionné par des générations de trafiquants. Elle fut la première à démontrer que le crime pouvait s'organiser comme une entreprise, avec des hiérarchies, des processus et de la discipline. La différence, c'est que dans sa structure, les licenciements ne se signaient pas avec des lettres, mais avec des balles. Son héritage ne fut pas seulement le sang versé, mais aussi la méthode, une leçon troublante sur la manière dont le chaos peut devenir système quand quelqu'un le structure avec suffisamment de froideur. Cette leçon reste vivante. Chaque fois qu'un chargement franchit des frontières, chaque fois qu'un cartel s'étend vers de nouveaux territoires, il y a un peu de Griselda Blanco dans l'ADN de ces opérations. Sa figure cessa d'être simplement un nom dans les archives de la DEA ou dans les dossiers judiciaires. Avec le temps, elle devint une icône. Son ombre franchit les limites du crime et se glissa dans la culture populaire. Chansons, films, séries, documentaires. Son histoire devint un produit à part entière, réécrit encore et encore sous différentes perspectives. La criminelle impitoyable, la mère de famille, la fugitive, la femme d'affaires, la victime du système ou sa prédatrice. Chaque récit saisissait un fragment, mais aucun ne parvenait à la contenir entièrement. Car Griselda n'était plus seulement une personne, elle était un mythe. L'un des premiers récits à raviver l'intérêt mondial pour sa figure fut le documentaire Cocaine Cowboys, qui la présenta comme une pièce clé dans la transformation de Miami durant les années 70 et 80. Vinrent ensuite les adaptations télévisées, les films, les interprétations d'actrices célèbres qui ajoutèrent des couches de fiction à une histoire déjà incroyable en soi. Son nom s'installa également dans la musique urbaine. Dans le rap, le reggaeton et le trap, il devint synonyme de respect, de pouvoir et d'autorité. Des paroles mentionnaient la madrina comme un titre d'honneur, la comparant au plus grand chef de l'histoire. Dans les quartiers et les studios, on répétait des phrases comme « Je suis comme Griselda » ou « La marraine du bloc ». Le crime, le luxe et l'aspiration se mêlaient, et son nom devenait une marque de statut. La manière dont la culture populaire a absorbé la figure de Griselda Blanco est troublante. Avec le temps, son histoire a cessé d'être racontée à travers la brutalité de ses crimes pour être filtrée par le prisme du style et du pouvoir. Au lieu de parler des victimes, on parle de son astuce. Au lieu de souligner l'ampleur de la violence qu'elle a déclenchée, on met en avant son caractère imposant. Ainsi, elle finit placée sur le même piédestal que des personnages fictifs, tels que Tony Montana ou Michael Corleone. Le cinéma et la télévision lui ont conféré une aura de glamour, la transformant en un personnage presque littéraire. Le problème, c'est que cette vision édulcorée tend à occulter l'essentiel. Les milliers de vies brisées par son ambition. Pourquoi une telle fascination? Peut-être parce que son histoire touche une pulsion sombre de la société. L'attirance pour le pouvoir absolu. L'idée que quelqu'un, dans un monde où la plupart ne contrôlent rien, semble tout maîtriser. Ce magnétisme pervers transforme la violence en symbole et, pire encore, en aspiration. Griselda Blanco devint ainsi un emblème ambigu. Pour certains, elle est un cas d'étude criminelle. Pour d'autres, un phénomène culturel. Et pour certains milieux, un modèle à suivre. Mais la réalité est claire. Elle fut une femme qui institua la violence comme système et laissa une empreinte que ni la prison ni la mort ne purent effacer. Une question dérangeante se pose ici. Est-il possible de raconter son histoire sans la glorifier? Car oui, elle fut une pionnière. Mais pas du féminisme, ni de l'émancipation, comme on le prétend parfois. Elle fut pionnière en transformant le crime en entreprise, en professionnalisant la violence, en démontrant que le genre ne limite pas la capacité à exercer la cruauté. Et cela, plus que de l'admiration, devrait susciter de la réflexion. Les séries, les documentaires et les chansons continueront à recréer son mythe.
Mais les faits ne changent pas, les victimes ne reviennent pas, la douleur ne disparaît pas, et les cicatrices restent ouvertes. Griselda Blanco ne fut pas un personnage de fiction fascinant. Elle fut une véritable machine de mort. Et le fait qu'elle soit aujourd'hui considérée comme une légende révèle une vérité dérangeante. La société ne choisit pas toujours qui oublier, mais qui transformer en icône même si cette icône est bâtie sur des cadavres. Griselda Blanco est morte il y a plus d'une décennie, mais son ombre demeure. Dans le narcotrafic, les chefs disparaissent, mais les méthodes survivent. Les balles peuvent faire taire une voix, mais elles n'effacent pas les idées. Et les idées de Griselda se sont incrustées dans la moelle des cartels modernes. Elle ne laissa pas de disciples, mais un moule. Un modèle que d'autres copièrent, adaptèrent et perfectionnèrent avec le temps. Ce qui, dans les années 70, était une innovation, la compartimentation des cellules, l'usage du silence comme arme, la violence comme message fait aujourd'hui partie du manuel de base de toute organisation criminelle. Les mules humaines, le transport camouflé dans des objets du quotidien, les sociétés écrans pour blanchir l'argent, tout ce qu'elle conçut à coups d'ingéniosité et de cruauté, fut ensuite professionnalisé et adopté par les cartels de tout le continent. Les groupes mexicains, héritiers du vide laissé par la Colombie dans les années 90, reprirent nombre de ces logiques. Ils comprirent, comme elle, que le véritable pouvoir ne réside pas toujours dans la quantité d'armes ou de drogue, mais dans la capacité à inspirer la peur sans jamais se montrer. Ce fut toujours sa spécialité, la terreur silencieuse. Il n'était pas nécessaire de la voir pour savoir qu'elle était derrière un crime. La simple suspicion, la rumeur, la peur suffisaient. Les chefs actuels ont également appris que la visibilité est un risque. Aujourd'hui, les capots se cachent, délèguent et signent des ordres qui ne sont jamais écrits. Ce modèle du criminel invisible trouve en Griselda Blanco l'une de ses premières références. Mais son héritage ne fut pas seulement logistique, il fut aussi philosophique. Pour elle, le pouvoir était absolu ou n'existait pas. Il n'y avait pas de place pour le doute, ni pour la pitié. Cette vision, marquée par un mépris total de la vie d'autrui, finit par devenir une loi pour beaucoup de ceux qui vinrent après. Et bien que son nom n'apparaisse plus dans les titres des journaux, sa façon de penser demeure vivante dans les bureaux clandestins, dans les conversations chiffrées, dans les pactes scellés par le sang. En Colombie, pendant des années, les enquêteurs l'ont étudié comme l'exemple extrême du narcotrafic individualiste, celui qui ne dépend pas d'une famille ni d'un clan, mais de la volonté d'une seule personne capable de défier tout le monde et de gagner. Griselda Blanco fut une anomalie en son temps. Une femme qui, sans parrain ni clan puissant derrière elle, se fraya un chemin dans un monde conçu pour les hommes et le domina à sa manière. Sa vie dépassa le crime. Elle fut analysée dans les universités, débattue dans des livres et étudiée par des criminologues, des sociologues et des journalistes. Ce qu'elle fit n'était pas ordinaire. Ce fut, pour le meilleur ou pour le pire, un fait historique. Mais on ne peut parler d'héritage sans parler de conséquences. Son règne laissa une traînée de douleur qui ne s'acheva pas avec sa mort. Des décennies plus tard, des familles entières portent encore la peur. Les survivants n'ont plus jamais su faire confiance, et beaucoup de ceux qui avaient appartenu à son cercle associé, tueurs, amants finirent morts, exilés ou derrière les barreaux. La machine qu'elle construisit n'épargna même pas les loyaux. Même ses enfants n'y échappèrent pas. Héritiers de son nom, ils grandirent prisonniers d'une cage invisible, celle de la mémoire de leur mère. Certains tentèrent de reconstruire leur vie, d'autres restèrent piégés dans le même cycle. Michael Corleone Blanco, le seul à s'être exprimé ouvertement, le résuma par une phrase. « Mon enfance, c'était comme vivre dans un film, mais sans fin heureuse. Car lorsque ta mère est une reine du crime, la normalité est un luxe inaccessible. » Le nom Blanco devint une paradoxale malédiction. Un symbole de pouvoir dans le monde souterrain, mais une condamnation ailleurs. C'était une clé qui ouvrait des portes dangereuses et fermait toutes les autres. Ce fut aussi cela, son héritage, l'impossibilité d'échapper au passé. Son histoire reflète bien plus que la vie d'une femme. C'est le miroir d'une société qui, pendant des années, a ignoré comment la cocaïne détruisait des vies tout en enrichissant quelques-uns. Un système qui a permis à quelqu'un armé seulement d'ambition et de cruauté de mettre à genoux des villes entières.
et une culture qui, au lieu d'enterrer cette mémoire, la ravive sans cesse. Entre fascination, morbidité et oubli sélectif, Griselda Blanco n'a pas besoin d'être en vie pour rester présente. Son ombre apparaît dans chaque corridor de drogue qui franchit une frontière, dans chaque règlement de compte silencieux, dans chaque organisation qui choisit la terreur plutôt que le respect. Voilà son véritable héritage. Un monde où le crime n'a pas besoin de visage pour continuer à régner. Au final, son histoire se termina comme celle de tant d'autres qui, un jour, eurent tout. Seule, vieillie, regardant l'empire qu'elle avait bâti dans le sang, se réduire en cendres. Son nom, qui autrefois inspirait la peur, n'était plus qu'un écho affaibli à Medellín. La femme qui un jour contrôla des routes entre continents, qui fit circuler des millions de dollars et fit trembler Miami, mourut en 2012, abattue de sang-froid dans une rue quelconque, sans armée, sans pouvoir, sans couronne. Elle avait 69 ans. La mort de Griselda Blanco fut un miroir cruel de sa propre vie. Sans avertissement, sans pitié, sans procès. Un tueur à moto, 2 balles dans la tête, la même technique qu'elle avait popularisée des décennies auparavant. Pour certains, une ironie. Pour d'autres, une justice poétique. Mais la vérité est que son assassinat ne résolut rien. Il n'effaça pas la douleur, ne rendit pas la vie aux victimes, ne guérit pas les blessures. Sa fin ne fut que le point final d'une histoire écrite dans le sang pendant des décennies. Après près de 20 ans dans les prisons américaines, elle était revenue à Medellín pour vivre dans l'ombre, mais le passé ne reste jamais tranquille. Tôt ou tard, il présente la facture. Et dans son cas, il le fit avec la même froideur qu'elle avait imposée. Il n'y eut ni honneur ni funérailles somptueuses. Seulement le silence. Même morte, son nom continuait à inspirer la peur. Ce que laisse Griselda Blanco dépasse la biographie criminelle. C'est une question dérangeante. Comment une seule personne a-t-elle pu provoquer autant de chaos? Comment a-t-elle pu aller aussi loin sans être arrêtée à temps? Peut-être parce que Griselda ne fut pas un accident isolé, mais le produit d'un système inégal et corrompu, qui préféra fermer les yeux tandis que la cocaïne nourrissait des fortunes et détruisait des sociétés entières. Elle ne fut pas une exception, mais un reflet. Le rappel de ce qui arrive lorsque le pouvoir se concentre sans limite, lorsque l'ambition ne connaît pas de frein, lorsque la vie humaine perd sa valeur. Fut-elle la pire? Certains diront que oui. D'autres, qu'elle fut simplement la première à le faire avec une telle froideur dans un monde d'hommes. Ce qui est certain, c'est que son histoire dépasse sa propre existence. Elle devint avertissement, écho, symbole, parce que parfois, le crime ne crée pas de monstres, il les révèle. Et Griselda Blanco fut exactement cela. Un miroir dérangeant de ce qui peut arriver lorsque l'argent devient Dieu. La mort une routine, et la morale un obstacle. Son histoire se termine ici, mais les questions qu'elle laisse restent ouvertes. Si ce documentaire vous a plu, je vous invite à vous abonner, à laisser un like et à le partager pour que davantage de personnes découvrent ces histoires réelles qui semblent sorties de la fiction. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin, et souvenez-vous, l'histoire du crime est pleine d'ombre, et il en reste encore beaucoup à raconter.